il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et ils n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Vous êtes le symbole de cette politique dont nous avons besoin et que nous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde. Merci d'être venu. Vous êtes un habitué de Davos. Merci d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui. Nous vous en sommes reconnaissants de partager avec nous vos perspectives. Monsieur le Président de la République. Voilà, Emmanuel Macron en direct sur France Info. Merci beaucoup, professeur, cher Klaus. Il n'y a rien que Joseph Goebbels ignorait concernant toutes ces idées sur les fake news et l'imposition de la vérité. L'une de ses célèbres déclarations est que si vous répétez un mensonge assez souvent, les gens penseront que c'est la vérité. Et plus le mensonge est gros, mieux c'est. Car ça ne viendra pas à l'esprit des gens que quelque chose de si gros puisse être un mensonge. Et je pense que les fake news nous entourent depuis des milliers d'années. Prenez la Bible. Une des options mentionnées par certaines personnes est que seule une catastrophe pourrait ébranler l'humanité et ouvrir la voie vers un véritable système de gouvernance mondiale. Et ils disent qu'on ne peut pas le faire avant la catastrophe. Mais nous devons commencer à poser les fondations, afin que lorsque le désastre se produit, nous puissions réagir rapidement. Et le Covid est capital parce que c'est ce qui convainc les gens d'accepter. C'est ce qui légitime la surveillance biométrique totale. Si on veut stopper cette épidémie, nous ne devons pas juste surveiller les gens. Nous devons surveiller ce qui se passe à l'intérieur d'eux, sous leur peau. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est des corporations et des gouvernements collecter des données de nos déplacements, des gens que l'on rencontre, des films que l'on regarde. La prochaine étape, c'est la surveillance qui va entrer dans notre corps. Nous voyons à présent des systèmes de surveillance de masse mis en place même dans les pays démocratiques qui jusque-là les avaient rejetés. Et nous voyons aussi un changement dans la nature de la surveillance. Avant, la surveillance était principalement hors du corps. Maintenant, elle rentre dans le corps. Les gouvernements ne veulent plus seulement savoir où on va ou qui on rencontre. Par-dessus tout, ils veulent savoir ce qui se passe dans notre corps. Quelle est notre température corporelle? Quelle est notre pression sanguine? Quel est notre état de santé? Maintenant, les humains sont en train de développer des pouvoirs encore plus grands que jamais auparavant. Nous sommes réellement en train d'acquérir des pouvoirs divins, de construction et de destruction. Nous sommes vraiment en train d'améliorer les humains en Dieu. Nous avons besoin, par exemple, de pouvoir réécrire le code du vivant. Les humains sont maintenant des animaux que l'on peut pirater. Vous savez, toute l'idée que les humains ont cette âme, cet esprit, et qu'ils ont le libre arbitre, et personne ne sait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc l'idée que quoi que je choisisse aux élections ou au supermarché, ce serait mon libre arbitre, c'est fini. Je veux dire, toutes ces histoires à propos de Jésus ressuscité des morts et fils de Dieu, c'est des fake news. Je sais que ces dernières années, nous avons vu des politiciens populistes saper volontairement la confiance que les gens ont dans des institutions importantes, comme les universités ou les médias respectables de la presse. Ces politiciens populistes ont dit aux gens que, par exemple, des scientifiques sont une petite élite. De puissance de calcul pour hacker les êtres humains. Vous savez, on discute beaucoup du hackage des ordinateurs, comme les Russes ont hacké les ordinateurs d'Hillary Clinton. Mais ce qui se passe réellement, c'est que nous essayons de hacker les êtres humains. Et là, comme on a entendu ici précédemment, sur ce plateau, c'est que finalement, les êtres humains ne sont que des algorithmes biochimiques. Et si vous avez suffisamment de données, et si vous avez suffisamment de puissance de calcul, vous pouvez hacker les algorithmes humains. Et à ce moment-là, vous pouvez contrôler et manipuler les gens d'une manière que même Staline et Hitler et les grands dictateurs du XXe siècle n'auraient pas pu imaginer.
Ce débat sur la vie privée par rapport à la sécurité se trouve dans toute civilisation que l'on peut citer. Mais il y a quelque chose que vous savez pour la première fois dans l'histoire, c'est qu'il est possible d'éliminer complètement la vie privée. Ça n'a jamais été possible avant et c'est possible maintenant. Quelque chose de fondamental a changé. Quand les dictateurs ont toujours rêvé d'éliminer la vie privée, surveiller tout le monde, tout le temps, et savoir tout ce que vous faites, et pas seulement tout ce que vous faites, mais aussi tout ce que vous pensez, et tout ce que vous ressentez. Que ce soit un tyran de la Grèce antique ou que ce soit Staline, ils en ont toujours rêvé. Ils n'ont jamais pu le faire car c'était techniquement impossible. Maintenant, ça l'est. Nous sommes probablement l'une des dernières générations d'Homo sapiens. Parce que dans les générations à venir, nous apprendrons à concevoir des corps, des cerveaux et des esprits. À quoi ressembleront exactement les futurs maîtres de la planète? Cela sera décidé par les personnes qui possèdent les données. Pourquoi les données sont-elles si importantes? Elles sont importantes parce que nous avons atteint un stade où nous pouvons non seulement pirater des ordinateurs, mais également des êtres humains et d'autres organismes. De quoi avons-nous besoin pour pirater un être humain? De deux choses. Beaucoup de puissance de calcul et beaucoup de données, plus particulièrement des données biométriques. Mais le contrôle des données pourrait permettre aux élites de faire quelque chose d'encore plus radical que de simplement construire des dictatures numériques. En piratant les organismes, les élites peuvent acquérir le pouvoir de redéfinir l'avenir de la vie elle-même. Parce qu'une fois qu'on a le pouvoir de pirater quelque chose, on a généralement aussi celui de le concevoir. L'ensemble du vivant sur 4 milliards d'années, les dinosaures, les amibes, les tomates, les humains, étaient soumis aux lois de la sélection naturelle et aux lois de la biochimie organique. Mais ceci est désormais sur le point de changer. La science remplace l'évolution via la sélection naturelle par l'évolution via la conception intelligente. Pas de conception intelligente de quelque dieu par-delà les nuages, mais notre propre conception intelligente et la conception intelligente de nos clouds. Le cloud d'IBM, le cloud de Microsoft. Ce sont les nouvelles forces directrices de l'évolution. Et en même temps, la science peut développer la vie. Après avoir été confiné pendant 4 milliards d'années dans la sphère limitée des composés organiques, la science pourrait permettre à la vie de s'épanouir dans la sphère inorganique. Lors de la révolution industrielle du 19e siècle, l'humanité a essentiellement appris à produire toutes sortes de choses, comme des tissus, des chaussures, des armes et des véhicules. Cela a suffi à un très petit nombre de pays qui ont mené cette révolution suffisamment vite pour subjuguer tous les autres. Ce dont il s'agit aujourd'hui, c'est d'une seconde révolution industrielle, mais cette fois, le produit ne sera ni des tissus, des machines, des véhicules ou même des armes. Cette fois-ci, le produit obtenu sera les humains eux-mêmes. Nous apprenons essentiellement à produire des corps et des esprits. Les corps et les esprits seront, d'après moi, les deux principaux produits de la prochaine vague de tous ces changements. Et si un fossé se creuse entre ceux qui savent produire des corps et des esprits et ceux qui ne le savent pas, alors il sera bien plus conséquent que tout ce que nous avons pu connaître dans l'histoire jusqu'à maintenant. Sauf que cette fois-ci, si vous ne faites pas partie de la révolution de façon suffisamment rapide, il y a des chances que vous disparaissiez. Une fois que vous savez comment produire des corps, des cerveaux et des esprits, alors la main-d'œuvre bon marché en Afrique ou en Asie du Sud, où qu'elle soit, ne vaudra tout simplement rien. Encore une fois, il me semble que la plus grande question qui se posera dans les prochaines décennies sur le plan économique et politique sera de savoir quoi faire de toutes ces personnes inutiles. Je ne pense pas que nous ayons un modèle économique pour cela. Ma meilleure hypothèse, et cela reste une présomption, est que la nourriture ne sera pas un problème car avec ce genre de technologie, nous serons en mesure de produire de la nourriture pour tout le monde. En revanche,
Il reste la problématique de l'ennui, que faire avec ces gens et comment ils vont trouver un sens à leur vie alors qu'ils sont insignifiants et ils n'ont aucune valeur. À ce stade, ma meilleure suggestion serait d'avoir recours aux drogues et aux jeux vidéo. Nous ne nous connaissons pas vraiment. Pour donner un exemple, quand j'avais 21 ans, j'ai finalement réalisé que j'étais gay après avoir vécu plusieurs années dans le déni. Et ce n'est pas un cas exceptionnel. Beaucoup d'homosexuels vivent dans le déni pendant de nombreuses années. Ils ne savent pas quelque chose de très important sur eux-mêmes. Maintenant, imaginez la situation dans 10 ou 20 ans où un algorithme pourra dire à n'importe quel adolescent exactement où il se trouve, sur le spectre gay, hétéro, et même à quel point cette position est malléable. Et la grande question politique et économique du XXIe siècle sera de savoir pour quelles raisons avons-nous besoin des humains, ou du moins pour quelles raisons avons-nous besoin de tant d'humains. Vous avez une réponse à ça? Actuellement, nous estimons que le mieux est de faire en sorte qu'ils soient heureux avec des médicaments et des jeux sur ordinateur. Nous appelons ça le métaverse. Qu'est-ce que vous faites ici? Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Ce qui fait de vous une classe inutile. Quand je dis que ce sont des humains inutiles, ce n'est pas du point de vue de la mère, de la femme, du fils, ou du moins pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Premièrement, nous avons la population. Le monde compte actuellement 6,8 milliards d'êtres humains et on est en route vers les 9 milliards. Maintenant, si nous faisons un très bon travail sur les nouveaux vaccins, les soins de santé, les services de santé reproductive, nous pourrions réduire cela de peut-être 10 à 15%. Ou du moins, pourquoi avons-nous besoin de tant d'humains? Oubliez le complot. Écoutez nos agences gouvernementales, ils disent la vérité. Il n'y a pas de complot ici. Faites votre putain de vaccin. Merci, docteur. Vous êtes le symbole de cette politique dont nous avons besoin et que nous attendions pour nous guider dans ce nouveau monde. Merci d'être venu. Vous êtes un habitué de Davos. Merci d'être venu. Je pense qu'il y a une question. Cependant, si vous pouvez considérer cela comme une fragmentation, c'est vrai parce que maintenant, nous ne faisons pas tous la même chose. Nous n'allons pas tous à l'église et jouer au baseball et faire exactement les mêmes choses. Ou vous pouvez considérer cela comme une richesse et une profondeur dans nos vies sociales. Je pense vraiment que c'est une question intéressante. Voulons-nous une homogénéité à travers le monde et de la connexion? Ou voulons-nous réellement que cette communauté permette une richesse plus profonde? Même si ça signifie que les gens fassent des choses différentes, je veux dire. Je suis curieux de savoir si vous avez une opinion là-dessus, si c'est positif ou si cela crée un manque de cohésion sociale. Je veux dire, nous avons besoin d'une coopération mondiale comme jamais auparavant parce que nous sommes confrontés à des problèmes mondiaux sans précédent. Nous venons d'avoir le jour de la Terre et cela devrait être évident pour tout le monde. Nous ne pouvons pas traiter les problèmes de l'environnement, du changement climatique, sauf par le biais de la coopération mondiale. De même, si vous pensez aux perturbations potentielles causées par les nouvelles technologies telles que l'intelligence artificielle, nous devons trouver un mécanisme de coopération mondiale autour de questions telles que la manière d'empêcher une course aux armements en matière d'IA. Comment empêcher différents pays de se précipiter pour construire des systèmes d'armes autonomes et des robots tueurs et de militariser Internet, militariser les réseaux sociaux? À moins d'avoir une coopération mondiale, nous ne pouvons pas arrêter ça. Parce que chaque pays dira, eh bien, nous ne voulons pas produire de robots tueurs, c'est une mauvaise idée. Mais nous ne pouvons pas laisser nos rivaux le faire avant nous, donc nous devons le faire d'abord. Et puis, c'est la fuite en avant. De même, si vous pensez à la perturbation potentielle du marché du travail et de l'économie causée par l'IA et l'automatisation, donc, il est tout à fait évident qu'il y aura des emplois à l'avenir. Mais seront-ils équitablement répartis entre les différentes parties du monde? L'un des résultats potentiels de la révolution de l'IA pourrait être la concentration d'immenses richesses dans certaines parties du monde et la faillite complète d'autres parties. Il y aura beaucoup de nouveaux emplois pour les ingénieurs logiciels en Californie, mais il n'y aura peut-être pas d'emplois pour les travailleurs du textile et les chauffeurs de camions au Honduras et au Mexique. Alors que vont-ils faire? Si nous ne trouvons pas de solution au niveau mondial, comme créer un filet de sécurité mondiale pour protéger les humains contre les chocs de l'IA et leur permettre d'utiliser les opportunités de l'IA, alors nous créerons la situation économique la plus inégale qui n'ait jamais existé. Ce serait même bien pire, même comparé à ce qui s'est passé lors de la révolution industrielle lorsque certains pays se sont industrialisés. La plupart des pays ne l'ont pas fait, et quelques puissances industrielles ont conquis, dominé et exploité tous les autres.
Alors, comment créer suffisamment de coopération mondiale pour que les énormes avantages de l'IA et de l'automatisation ne profitent pas uniquement, par exemple, à la Californie et à l'est de la Chine, tandis que le reste du monde est laissé loin derrière? Je pense, en fait, que nous avons passé une grande partie des 20 dernières années avec Internet, peut-être même plus longtemps, à travailler sur le commerce mondial, le flux mondial d'informations, en faisant en sorte que les gens puissent se connecter. Je pense en fait que le plus grand défi à ce stade est de faire en sorte que, plus que ce cadre mondial que nous avons, de faire en sorte que les choses fonctionnent pour les gens localement, n'est-ce pas? Parce que je pense qu'il y a ce dualisme ici, où vous avez besoin des deux, non? Si vous recourez simplement à une sorte de tribalisme local, vous manquez l'opportunité de travailler sur les problèmes mondiaux vraiment importants. Mais si vous avez un cadre mondial, mais que les gens ont l'impression que cela ne fonctionne pas pour eux chez eux, ou que certaines personnes ont l'impression que cela ne fonctionne pas, alors ils ne soutiendront pas politiquement la collaboration mondiale qui doit avoir lieu. Je pense qu'il y a la version sociale de ça, dont nous avons parlé un peu plus tôt, où les gens sont maintenant capables de trouver des communautés qui correspondent davantage à leurs intérêts, mais certaines personnes n'ont pas encore trouvé ces communautés, et sont laissées pour compte. Parmi les communautés physiques ont reculé, et certaines de ces communautés sont aussi assez désagréables, ne l'oublions pas. Oui, ok. Oui, donc je pense qu'il devrait être oui. Cependant, je dirais que les personnes qui rejoignent des communautés extrêmes sont en grande partie le résultat de ne pas avoir de communauté plus saine et de ne pas avoir de progrès économique sain pour les individus. Je pense qu'à ce stade, la chose qui m'inquiète, et j'ai canalisé beaucoup d'énergie de Facebook pour essayer de me concentrer là-dessus, c'est que notre mission était de connecter le monde. Il s'agit maintenant d'aider les gens à bâtir des communautés et à rapprocher les gens. La plus grande question est de s'assurer que chacun a un but, un rôle qui lui semble important et des liens sociaux. Parce qu'en fin de compte, nous sommes des animaux sociaux. Mais c'est une partie tellement fondamentale de qui nous sommes. C'est pourquoi je me concentre là-dessus. Je suis un grand fan de science-fiction, mais je pense que ça a produit de très mauvaises choses. C'est-à-dire attirer l'attention sur les mauvais scénarios et les mauvais dangers. Et que les gens pensent ainsi, « Oh, l'IA est dangereuse parce que les robots viennent nous tuer. » Et il est extrêmement peu probable que nous soyons confrontés à une rébellion de robots. J'ai bien plus peur des robots qui obéiraient toujours aux ordres que des robots qui se rebelleraient contre les humains. Je pense que les deux principaux problèmes de l'IA, et nous pouvons les explorer plus en profondeur, sont ceux que j'ai mentionnés. Premièrement, les inégalités croissantes entre les différentes parties du monde. Parce que vous aurez des pays qui dirigeront et domineront la nouvelle économie de l'IA. Et c'est un avantage tellement énorme qu'il l'emporte sur tout le reste. Et nous verrons, je veux dire, si la révolution industrielle a généré cet énorme fossé entre quelques puissances industrielles et le reste du monde, et qu'il a fallu 150 ans pour combler ce fossé, et au cours des dernières décennies, le fossé a été comblé, ou fermé, car de plus en plus de pays qui étaient loin derrière rattrapent leur retard. Maintenant, l'écart pourrait se rouvrir et être bien pire que jamais en raison de la montée en puissance de l'IA. Et parce que l'IA ne sera probablement dominée que par un petit nombre de pays. C'est donc un problème, l'inégalité de l'IA. Et l'autre problème est l'IA et le facteur humain, ou même le sens de la vie humaine. Que se passe-t-il lorsque l'IA est suffisamment mature et que vous disposez de suffisamment de données pour pirater des êtres humains ? Et que vous avez une IA qui me connaît mieux que je ne me connais moi-même. Et peut-être prendre des décisions pour moi, prédire mes choix, manipuler mes choix. Et c'est ainsi que l'autorité passe de plus en plus des humains aux algorithmes. Et je pense que tous deux se rejoignent sur une question similaire autour des valeurs. Sur qui le construit et quelles sont les valeurs qui y sont encodées. Et la façon dont tout ça finit par se dérouler. Ouais, j'ai tendance à penser que dans beaucoup de conversations autour de l'IA, nous personnifions presque l'IA, n'est-ce pas? Vous évoquiez des robots tueurs ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'en fait, l'IA est très liée au secteur de la technologie en général, n'est-ce pas? Donc, presque tous les produits technologiques, et de plus en plus de produits non technologiques, sont améliorés d'une manière ou d'une autre par l'IA. Donc c'est pas comme si l'IA était un truc monolithique que vous construisiez. Ça alimente de nombreux produits, c'est beaucoup de progrès économiques, et ça peut contribuer à certaines des questions de répartition des opportunités que vous avez soulevées. Mais c'est aussi fondamentalement lié à ces questions, vraiment importantes sur le plan social concernant les données et la confidentialité, et la façon dont nous voulons que nos données soient utilisées, et quelles sont les politiques à ce sujet, et quels sont les cadres mondiaux. À savoir que beaucoup de pays qui ont la capacité d'investir dans les technologies futures, dont l'IA et les données et les futures technologies Internet sont certainement un domaine important, elles le font parce que cela donnera à leurs entreprises locales un avantage à l'avenir, et qu'elles seront celles qui exportent des services dans le monde entier. Vous voyez, j'ai tendance à penser qu'à l'heure actuelle, les États-Unis ont un avantage majeur dans le fait que bon nombre des plateformes technologiques mondiales soient fabriquées ici.
Et certainement, bon nombre des valeurs qui y sont encodées sont en grande partie façonnées par les valeurs américaines. Elles ne le sont pas intégralement. Et là, je parle pour Facebook. Et nous servons des gens du monde entier et nous prenons ça très au sérieux. Mais certainement, des idées comme donner à chacun une voix, c'est quelque chose qui est probablement très façonné par les idées américaines sur la liberté d'expression. Il y a une forte adhésion à ça. Cela a été fait aux États-Unis ou à travers l'Europe, ou dans différentes institutions universitaires ouvertes, ou des entreprises qui publient de plus en plus leurs travaux et qui font avancer l'état des connaissances sur le sujet. Donc je pense qu'il y a cette grande question sur ce à quoi nous voulons que l'avenir ressemble. Et une partie de la façon dont je pense que nous voulons que l'avenir se présente est que nous voulons qu'il soit ouvert. Nous voulons que la recherche soit ouverte. Je pense que nous voulons qu'Internet soit une plateforme. Juste pour mettre un point plus précis là-dessus, j'ai récemment déclaré, et j'ai dit très clairement, que je pense que davantage de pays devraient adopter un cadre de confidentialité comme le RGPD en Europe. Et je pense que beaucoup de gens ont été confus à ce sujet. Pourquoi plaidez-vous pour plus de réglementation sur la confidentialité? Vous savez, pourquoi maintenant, étant donné que dans le passé, vous n'étiez pas aussi positif là-dessus? Et je pense qu'une partie de la raison pour laquelle je suis tellement concentré là-dessus maintenant est que je pense que, à ce stade, les gens du monde entier reconnaissent que ces questions autour des données, de l'IA et de la technologie sont importantes. Il va donc y avoir un cadre dans chaque pays. Je veux dire, c'est pas comme s'il n'y aurait pas de réglementation ou de politique. Donc, en fait, je pense que la plus grande question est, qu'est-ce que ça va être? Et l'alternative la plus probable à ce que chaque pays adopte quelque chose qui encode la liberté et les droits, quelque chose comme le RGPD, dans mon esprit, l'alternative la plus probable est que le modèle autoritaire, qui se répand actuellement, qui dit, vous savez, chaque entreprise doit stocker les données de tout le monde localement dans des data centers. Et si je suis un gouvernement, alors je devrais pouvoir, vous savez, envoyer mes militaires là-bas et pouvoir accéder à toutes les données que je veux. Et je pourrais prendre ces données pour de la surveillance, ou du militaire, ou pour aider les entreprises industrielles militaires locales. Et je pense que c'est juste un très mauvais futur. Et ce n'est pas la direction dans laquelle moi, en tant que personne qui construit l'un des services Internet, ou simplement en tant que citoyen du monde, je veux voir le monde se diriger. Et qui veulent les données, non pas pour protéger leurs citoyens, mais pour pouvoir les surveiller, trouver des dissidents et les enfermer. Et ça, je pense que... Je suis d'accord. Et pas plus tard que ce matin, par exemple, j'ai lu que les États-Unis envisageaient d'opposer leur veto à la résolution de l'ONU contre l'utilisation de la violence sexuelle comme arme de guerre. Et les États-Unis sont ceux qui pensent opposer leur veto à ça. En tant que personne qui n'est pas citoyenne des États-Unis, je me demande, puis-je faire encore confiance à l'Amérique pour être leader du monde libre si l'Amérique dit elle-même « je ne veux plus de ce rôle ». Je veux dire, je pense que vous faites du bon travail en jouant l'avocat du diable dans la conversation, parce que vous apportez tous les contre-arguments que je pense qu'une personne avec de bonnes intentions pourrait apporter pour argumenter « Hey, peut-être qu'un ensemble différent de politiques de données est quelque chose que nous devrions envisager ». La chose qui m'inquiète, et c'est ce que nous avons vu, c'est qu'une fois qu'un pays met cela en place, c'est un précédent, qui fait qu'ensuite, beaucoup d'autres pays qui pourraient être plus autoritaires utilisent essentiellement comme précédent pour faire valoir qu'ils devraient faire les mêmes choses. Et puis cela se propage. Et je pense que c'est mauvais. Et c'est l'une des choses qui, en tant que personne qui dirige cette entreprise, je suis tout à fait déterminé à faire en sorte que nous jouions notre rôle, afin de repousser ça et garder Internet comme une seule plateforme. Donc ce que je veux dire, c'est que l'une des décisions les plus importantes que j'ai à prendre, en tant que personne qui dirige cette entreprise, c'est où allons-nous construire nos data centers et stocker les données. Et nous avons décidé de ne pas installer de data centers dans des pays qui, selon nous, présentent une faiblesse d'état de droit, où les données des personnes peuvent être consultées de manière inappropriée, ce qui pourrait mettre des personnes en danger. Vous savez, beaucoup de choses ont été... Il y a beaucoup de questions dans le monde autour de questions de censure, et je pense que celles-ci sont vraiment sérieuses et importantes. Je veux dire, une grande partie de la raison pour laquelle j'ai construit ce que nous avons bâti est parce que je me soucie de donner une voix à chacun, et de donner aux gens autant de voix que possible. Je ne veux pas que les gens soient censurés. À un certain niveau, ces questions sur les données et leurs utilisations, et si les gouvernements autoritaires y ont accès, je pense, sont encore plus sensibles, parce que si vous ne pouvez pas dire quelque chose que vous voulez, c'est très problématique. Ça viole votre droit. Et je pense que dans de nombreux cas, cela stoppe le progrès. Mais si un gouvernement peut avoir accès à vos données, alors il peut identifier qui vous êtes, et vous enfermer, vous blesser, et blesser votre famille, et causer de réels dommages physiques, de façon très profonde. Donc je pense que les personnes qui dirigent ces entreprises ont une obligation d'essayer de repousser ça, et de lutter contre l'établissement de précédents qui seraient préjudiciables. Et même si beaucoup des premiers pays qui en parlent ont de bonnes intentions, je pense que ça peut facilement dérailler. Et quand vous parlez
dans le futur de l'IA et des données, qui sont deux concepts qui sont vraiment liés. Je pense simplement que les valeurs qui en découlent, que cela fasse partie d'un système plus global, d'un processus plus démocratique et d'un processus plus ouvert. C'est l'un de nos meilleurs espoirs pour que tout se passe bien. Si ça vient de pays répressifs ou autoritaires, alors je pense juste que cela va être très problématique à bien des égards. Comment pouvons-nous construire l'IA de telle manière qu'elle ne soit pas intrinsèquement un outil de surveillance, de manipulation et de contrôle? Et nous sommes actuellement en train de le construire dans différents endroits du monde. C'est en construction. Et donc, quelles sont vos pensées sur la façon de construire une IA qui sert les individus et protège les individus, et non une IA qui peut facilement, en un tour de main, devenir un genre d'outil de surveillance ultime? Eh bien, je pense que c'est plus une question de valeur et de cadre politique que de développement technologique. Ok, je pense que la grande question est que vous avez des endroits dans le monde où les gouvernements choisissent d'utiliser ces technologies et ces avancées pour des choses comme la reconnaissance faciale généralisée et la surveillance. Et ces pays, je veux dire, la Chine fait ça. Ils créent une véritable boucle de rétroaction qui fait progresser l'état de ces technologies où ils disent « Ok, nous voulons faire ça ». Alors maintenant, il y a un ensemble d'entreprises autorisées à faire ça, et elles ont accès à beaucoup de données pour le faire parce que c'est autorisé et encouragé. Donc, ça progresse et s'améliore de plus en plus. Ce n'est pas un processus mathématique, c'est un processus politique. Qu'ils veuillent aller dans cette direction, ce sont leurs valeurs, et c'est un processus économique de la boucle de rétroaction et du développement de ces choses, comparé à des pays qui pourraient dire « Hey, ce genre de surveillance, ce n'est pas ce que nous voulons ». Alors ces entreprises n'existent tout simplement pas autant ou ne reçoivent pas autant de soutien. Je ne sais pas, dans mon propre pays d'origine, en Israël, tout du moins pour les Juifs, c'est une démocratie, et c'est l'un des leaders mondiaux de la technologie de surveillance, et nous avons essentiellement l'un des plus grands laboratoires de technologie de surveillance au monde, qui sont les territoires désoccupés. Et exactement ces types de systèmes sont développés là-bas et exportés dans le monde entier. Donc, compte tenu de mon expérience personnelle, chez moi, encore une fois, je ne crois pas nécessairement que, simplement parce qu'une société, dans son propre fonctionnement interne, est, disons, démocratique, qu'elle ne développera pas et ne diffusera pas ce genre de technologie. Oui, je suis d'accord. Il n'est pas certain qu'un processus démocratique le résolve à lui seul. Mais je pense qu'il s'agit surtout d'une question politique. Un gouvernement peut assez facilement décider qu'il ne veut pas soutenir ce type de surveillance. Puis, les entreprises avec lesquelles il travaillerait pour soutenir ce type de surveillance feraient faillite. Le processus que, je pense, que vous voulez suivre globalement, le progrès technologique n'est pas bon ou mauvais en soi. Je pense que c'est le travail des personnes qui la dirigent, la construisent et élaborent des politiques autour d'elles, d'établir des règles et de s'assurer que leurs efforts visent à amplifier le bien et à atténuer les cas d'utilisation négatifs. Et c'est comme ça que je pense que vous finissez par plier ces industries et technologies pour qu'elles soient positives pour l'humanité dans son ensemble. Et je pense que c'est un processus normal qui se produit, avec la plupart des technologies qui sont construites. Mais je ne pense pas qu'il doit en être ainsi. Ce n'est pas autant une décision technologique que c'est une décision politique. Mais avec la nouvelle technologie, tout à coup, cela pourrait devenir, ce n'est pas certain, mais l'une de mes craintes est que la nouvelle technologie rende soudainement le traitement central de l'information beaucoup plus efficace que jamais auparavant, et bien plus efficace que le traitement des données distribuées. Parce que plus vous avez de données à un seul endroit, alors meilleurs sont vos algorithmes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et cela fait en quelque sorte pencher la balance entre totalitarisme et démocratie, en faveur du totalitarisme. Et je me demande ce que vous pensez de ce problème. Eh bien, je suis plus optimiste au sujet de... je l'avais deviné. Au sujet de la démocratie dans tout ça. Je pense que la façon dont le processus démocratique devrait fonctionner, c'est que les gens commencent à parler de ces problèmes. Et même s'il semble que cela commence lentement, en termes de personnes se souciant des problèmes de données et de la politique technologique, parce que c'est beaucoup plus difficile d'amener tout le monde à s'en soucier que juste un petit nombre de décideurs. Donc je pense que l'histoire de la démocratie versus les systèmes plus totalitaires est que il semble toujours que les systèmes totalitaires seront plus efficaces et que les démocraties seront juste laissées derrière. Mais vous voyez, les gens intelligents commencent à discuter de ces problèmes et à s'en soucier. Et je pense que nous voyons que les gens se soucient maintenant beaucoup plus de leur vie privée, des problèmes de données, de l'industrie technologique. Les gens deviennent plus sophistiqués à ce sujet. Ils se rendent compte qu'avoir beaucoup de vos données stockées peut être à la fois un atout, car elles peuvent vous fournir de nombreux avantages et services, mais de plus en plus, que c'est peut-être aussi un handicap, car il y a des pirates et des États qui déclarent qu'ils pourraient être en mesure d'entrer par effraction et d'utiliser ces données contre vous, ou les exploiter, ou les révéler. Alors que peut-être les gens ne veulent pas que leurs données soient stockées pour toujours. Peut-être qu'ils veulent qu'elles soient réduites en permanence. Peut-être qu'ils veulent que tout soit crypté de bout en bout autant que possible dans leur communication privée. Les gens se soucient vraiment de ce genre de choses, d'une manière dont ils ne se souciaient pas auparavant. Et ça a assurément beaucoup augmenté au cours des dernières années. Donc, je pense que cette conversation est le processus démocratique normal. Et je pense que ce qui va finir par se produire, c'est que lorsque vous sensibiliserez les gens aux problèmes et les ferez monter à bord,
Il s'agit là d'une approche beaucoup plus puissante, où vous avez alors des gens dans un système décentralisé qui sont capables de prendre des décisions, qui sont intelligents, et qui, je pense, le feront généralement toujours mieux qu'une approche trop centralisée. Et c'est encore un point où je crains que personnifier l'IA et dire que l'IA est une chose qu'une institution va développer et que c'est presque comme un être sensible, je pense que cela dénature ce qu'elle est réellement. N'est-ce pas? C'est un ensemble de méthodes qui améliorent tout. Ok, désolé, permettez-moi de retirer ça. C'est beaucoup trop large. Beaucoup de processus technologiques plus efficaces. Et je pense que c'est... Mais c'est le problème, ça fait aussi... Mais ce n'est pas seulement pour les gens décentralisés. Que ce soit, je veux dire, dans notre contexte, notre entreprise a cette plateforme publicitaire. Et une grande partie de la façon dont ça peut être utilisé est que maintenant, nous avons 90 millions de petites entreprises qui utilisent nos outils. Et maintenant, grâce à cet accès à la technologie, ils ont accès aux mêmes outils pour faire de la publicité, du marketing, atteindre de nouveaux clients et créer des emplois que seules les grandes entreprises auraient eu auparavant. Et ça, c'est une grande avancée. C'est une décentralisation massive. Lorsque les gens parlent de notre entreprise et des plateformes Internet en général, ils disent qu'il y a un petit nombre d'entreprises qui sont grandes. Et c'est vrai. Mais le revers de la médaille, c'est qu'il y a maintenant des milliards de personnes dans le monde qui ont une voix, qui peuvent partager des informations plus largement. Et c'est en fait une décentralisation massive du pouvoir, et une sorte de retour de pouvoir aux gens. De même, les gens ont accès à plus d'informations, ont accès à plus de commerce, tout ça c'est positif. Donc, je ne sais pas, je suis optimiste là-dessus. Par exemple, ma mère me connaît très bien, mais la plupart du temps, je peux faire confiance à ma mère. Mais maintenant, nous arrivons à un point où un système éloigné peut me connaître mieux que ma mère, et les intérêts ne sont pas nécessairement alignés. Alors maintenant, oui, nous pouvons l'utiliser aussi pour le bien. Mais ce que je pointe, c'est que c'est une sorte de pouvoir qui n'a jamais existé auparavant. Et cela pourrait permettre aux régimes totalitaires et autoritaires de faire des choses qui étaient tout simplement techniquement impossibles jusqu'à aujourd'hui. Oui. Alors, vous voyez, si vous vivez dans une démocratie ouverte, alors d'accord, vous pouvez compter sur toutes sortes de mécanismes pour vous protéger. Mais en réfléchissant plus globalement à ce problème, je pense qu'une question clé est: comment protégez-vous l'attention humaine contre le détournement par des acteurs malveillants qui vous connaissent mieux que vous ne vous connaissez vous-même, qui vous connaissent mieux que votre mère ne vous connaît? Mais si vous pouvez détourner l'attention des gens et les manipuler, alors les gens qui décident par eux-mêmes n'aident tout simplement pas. Parce que je ne réalise pas que quelqu'un m'a manipulé pour penser que c'est ce que je veux. Et nous atteignons le point où, pour la première fois dans l'histoire, vous pouvez le faire à grande échelle. Encore une fois, je parle beaucoup de la question du libre arbitre à cet égard. Et les personnes les plus faciles à manipuler sont celles qui croient au libre arbitre. Et ils s'identifieront simplement à n'importe quelle pensée ou désir surgissant dans leur esprit parce qu'ils ne peuvent même pas imaginer que ce désir n'est pas le résultat de leur libre arbitre. Ce désir est le résultat d'une manipulation externe. Maintenant, vous pourriez simplement consommer une vidéo parce que vous pensez que c'est idiot ou amusant. Vous vous réveillez et ou vous levez les yeux une heure plus tard et vous avez regardé un tas de vidéos. Et vous vous dites, qu'est-il arrivé à mon temps? Je pense qu'à un certain niveau, les gens savent quand quelque chose est bon. Et je suppose que cela revient aux valeurs démocratiques parce que, à un certain niveau, je suis convaincu que les gens ont une idée de ce qui est important pour eux. Peut-être que si nous montrions plus de vidéos virales, peut-être que ce serait mieux que les alternatives qu'ils doivent faire en ce moment. Peut-être que c'est mieux que ce qui est à la télévision. Au moins, ce sont des vidéos personnalisées. Peut-être que c'est mieux que YouTube. Nous avons un meilleur contenu ou quelle qu'en soit la raison. Mais je pense que vous pouvez toujours améliorer le service au fil du temps pour correspondre réellement à ce que les gens veulent. Et si vous faites ça, c'est mieux pour tout le monde. Donc je pense que la conception intrinsèque de ces systèmes est tout à fait alignée sur le fait de servir les gens d'une manière pro-sociale. Et c'est certainement ce qui m'importe dans la gestion de cette entreprise, c'est d'y parvenir. Est-ce toujours vrai, dans un monde où nous avons la technologie pour pirater les êtres humains et les manipuler comme jamais auparavant, que le client a toujours raison, que les lecteurs c'est mieux? Ou avons-nous dépassé ce stade? Et c'est ultime, les simples réponses, c'est ce que les gens veulent et ils savent ce qui est bon pour eux. Peut-être que ce n'est plus le cas. Ouais, je pense que ce n'est pas si évident pour moi que c'est changé, mais c'est là une question très profonde sur la démocratie. C'est la plus profonde des... Je ne pense pas que ce soit une question nouvelle. Les gens ont toujours... Non, la question n'est pas nouvelle, la technologie est nouvelle. Je veux dire, si vous vivez dans l'Amérique du 19e siècle et que vous n'aviez pas ces outils extrêmement puissants pour déchiffrer et influencer les gens, alors c'était différent. Ok, laissez-moi formuler ça d'une autre façon. Malgré toutes les discussions autour de la démocratie est-elle blessée par un ensemble d'outils actuels, et les médias, et tout ça, en fait,
Je pense qu'il y a un argument selon lequel le monde est bien plus démocratique maintenant qu'il ne l'était dans le passé. Je pense en fait que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que de plus en plus de gens sont émancipés, et que plus de gens ont une voix, plus de gens votent. Ça augmente, de plus en plus de gens ont une voix, plus de gens ont accès à l'information, et je pense que ce que beaucoup de gens demandent, c'est « est-ce que c'est bon ?» Ce n'est pas nécessairement la question de savoir « ok, le processus démocratique a été le même, mais maintenant la technologie est différente ». Je pense que la technologie a fait en sorte que les individus soient plus autonomes. Et une partie de la question est « est-ce que c'est le monde que nous voulons ?» Et je pense que dans l'ensemble, dans l'histoire de notre pays, du moins lorsque nous avons obtenu plus de gens pour avoir le vote et nous avons obtenu plus de représentation, et nous avons fait en sorte que les gens aient accès à plus d'informations et que plus de gens puissent partager leurs expériences, je pense que cela a rendu le pays plus fort. Et cela a aidé à progresser. Et il ne s'agit pas de dire que ça ne comporte pas de problèmes, il y a d'énormes problèmes. Et c'est du moins ce que je vois, et pourquoi je suis optimiste quant à une bonne partie du travail. Je suis d'accord que plus de gens ont plus de voix que jamais auparavant, tant aux États-Unis que dans le monde. Je pense que vous avez tout à fait raison. Ma préoccupation est de savoir dans quelle mesure nous pouvons faire confiance à la voix des gens. Dans quelle mesure je peux faire confiance à ma voix. Comme nous avons cette image du monde, j'ai cette voix à l'intérieur de moi qui me dit ce qui est bien et ce qui est mal. Et plus je suis capable d'exprimer cette voix dans le monde extérieur et d'y influencer ce qui se passe, et plus de gens peuvent exprimer leur voix. Mieux c'est plus démocratique. Mais que se passe-t-il si en même temps que plus de personnes peuvent exprimer leur voix, il est également plus facile de manipuler votre voix intérieure? Dans quelle mesure vous pouvez vraiment être sûr que la pensée qui vient de surgir dans votre esprit est le résultat d'un libre arbitre, et non le résultat d'un algorithme extrêmement puissant, qui comprend ce qui se passe à l'intérieur de vous et sait comment appuyer sur les boutons et activer les leviers, et qui serait au service d'une sorte d'entité externe, et qui aurait planté cette pensée ou ce désir que vous exprimez maintenant? Donc, ce sont deux problèmes différents. Donner la parole aux gens et leur faire confiance. Encore une fois, je ne dis pas que je sais tout, mais tous ces gens qui se joignent maintenant à la conversation, nous ne pouvons pas faire confiance à leur voix. Je pose cette question sur moi-même. Dans quelle mesure je peux faire confiance à ma propre voix intérieure? Et vous savez, je passe 2 heures à méditer chaque jour. Et je fais ces longues retraites de méditation. Et ma principale conclusion, c'est que c'est la folie à l'intérieur. Et c'est tellement compliqué. Et la croyance simple et naïve que la pensée qui surgit dans mon esprit, c'est mon libre arbitre, cela n'a jamais été le cas. Mais si, disons, il y a 1000 ans, les batailles à l'intérieur étaient principalement entre, vous savez, les neurones et les produits biochimiques, et les souvenirs d'enfance et tout ça, de plus en plus, vous avez des acteurs externes sous votre peau, et dans votre cerveau et dans votre esprit. Et comment puis-je croire que mon amygdale n'est pas un agent russe maintenant? Comment puis-je savoir? Plus nous comprenons le monde extrêmement complexe à l'intérieur de nous, moins il est facile de simplement faire confiance à ce que cette voix intérieure dit. Oui, je comprends votre argument. En tant que l'une des personnes qui dirige une entreprise qui développe des systèmes de classement pour essayer d'aider à montrer aux gens du contenu qui va les intéresser, il y a une dissonance entre la façon dont vous expliquez ce que vous pensez être possible et ce que je vois comme un praticien qui construit ça, je pense. Vous pouvez construire des systèmes qui peuvent devenir bons dans un domaine très spécifique. Aider à comprendre lesquels de vos amis vous intéressent le plus afin que vous puissiez classer leur contenu plus haut sur le fil d'actualité. Mais l'idée qu'il existe une sorte d'IA généralisée, qu'il s'agirait d'une chose monolithique qui comprend toutes les dimensions de qui vous êtes, d'une manière plus profonde que vous, je pense qu'elle n'existe pas, et probablement assez loin d'exister. Est-ce que le contenu que vous voyez, s'il résonne, est-ce parce qu'il correspond en fait davantage à vos intérêts? Ou est-ce que c'est parce que vous êtes initié et convaincu de quelque chose auquel vous ne croyez pas et qui est en dissonance avec vos intérêts et vos croyances? Absolument toutes les recherches psychologiques que j'ai vues, mais aussi de l'expérience que nous avons eue, c'est que lorsque les gens voient des choses qui ne correspondent pas à ce qu'ils croient, ils l'ignorent tout simplement. Ok, donc, assurément, il peut y avoir une évolution qui se produit. Lorsqu'un système affiche des informations qui vont vous intéresser, et si ça n'est pas bien géré, alors il y a un risque de vous pousser à adopter une position plus extrême, ou faire évoluer votre façon de penser au fil du temps.
Mais je pense que la plupart du contenu résonne avec les gens, parce qu'il résonne avec leurs expériences vécues. Et dans la mesure où les gens en abusent, et essaient soit de représenter quelqu'un qu'ils ne sont pas, ou soit d'essayer de profiter d'un bug dans la psychologie humaine, où nous pourrions être plus enclins à une idée extrémiste. C'est notre travail soit de contrôler la plateforme en travaillant avec les gouvernements et différentes agences, et de nous assurer que nous concevons nos systèmes et nos systèmes de recommandation pour ne pas promouvoir des choses que les gens pourraient engager à court terme, mais à long terme, nous regretterons et nous en voudrons d'avoir fait ça. Mais ce qui, à mon avis, est vraiment important, c'est que la conception fondamentale d'un système, je pense, dans nos motivations, est alignée sur le fait d'aider les gens à se connecter aux personnes qu'ils veulent, à avoir des interactions significatives. Pas seulement d'amener les gens à regarder tout un tas de contenus desquels ils s'en voudront plus tard, et certainement pas de faire en sorte que les gens aient des points de vue extrêmes ou négatifs que ce qu'ils croient réellement. Je veux dire, dont vous dites que ce seraient des abus, mais dans certains pays, cela pourrait devenir la norme. Que vous vivez depuis le moment où vous êtes né dans ce système qui vous surveille, et vous surveille constamment, et vous manipule constamment dès votre plus jeune âge pour adopter des idées, des opinions, des habitudes particulières, etc., d'une manière qui n'était jamais possible auparavant. Où vous devez torturer les gens tout le temps. Non! Si vous avez des agents dans leur cerveau, vous n'avez pas besoin de la police secrète externe. C'est donc un danger. C'est comme le totalitarisme à part entière. Que vous ayez ce système qui interagit constamment avec vous et apprenne à vous connaître, et tout cela est censé être dans votre meilleur intérêt, pour vous donner de meilleures recommandations et de meilleurs conseils. Cela commence donc par des recommandations sur le film à regarder et où partir en vacances, mais à mesure que ce système s'améliore, il donne une recommandation sur ce qu'il faut étudier à l'université, ou travailler, et finalement, avec qui se marier, pour qui voter, quelle religion rejoindre, comme rejoindre une communauté. Vous avez toutes ces communautés religieuses. C'est la meilleure religion pour vous, pour votre type de personnalité. Le judaïsme, non, ça ne marchera pas pour vous. Allez avec le bouddhisme zen, c'est un bien meilleur ajustement pour votre personnalité. Vous nous remercierez. Dans 5 ans, vous regarderez en arrière et vous direz « C'était une recommandation incroyable, merci, j'apprécie tellement le bouddhisme zen. » Oui, il y aura des défaillances, tout le monde ne sera pas heureux tout le temps, mais qu'est-ce que cela signifie lorsque toutes les décisions les plus importantes de ma vie sont prises par un algorithme externe? Qu'est-ce que ça signifie en termes de facteurs humains? Vous voyez, en termes de sens de la vie. Pendant des milliers d'années, les humains ont eu tendance à considérer la vie comme un drame de prise de décision. La vie est vôtre, c'est un voyage. Vous atteignez une intersection après intersection et vous devez choisir. Certaines décisions sont petites, comme quoi manger pour le petit déjeuner, et certaines décisions sont vraiment importantes, comme qui épouser. Et presque tout l'art et toute la religion tournent autour de ça. Presque tout le monde, qu'il s'agisse d'une tragédie de Shakespeare ou d'une comédie hollywoodienne, il s'agit du héros ou de l'héroïne qui doit prendre une grande décision. Être ou ne pas être. Épouser X ou épouser Y. Et qu'est-ce que ça signifie de vivre dans un monde où de plus en plus, nous comptons sur les recommandations des algorithmes pour prendre ces décisions jusqu'à ce que nous atteignions un point où nous les suivons simplement tout le temps, ou la plupart du temps. Et ils font de bonnes recommandations. Eh bien, je pense que la plus grande objection que j'aurais aux 2 idées que vous venez de soulever est que nous avons accès à de nombreuses sources d'informations différentes, à beaucoup de gens avec qui parler de choses différentes. Et ce n'est pas comme s'il y avait qu'un ensemble de recommandations, ou une seule recommandation qui domine ce que nous faisons et qui devient écrasante, que ce soit le modèle totalitaire ou capitaliste dont vous parliez. Au contraire, je pense que les gens n'aiment vraiment pas et sont très méfiants quand ils ont l'impression qu'on leur dit quoi faire, ou qu'ils n'ont qu'une seule option. L'une des grandes questions que nous avons étudiées est comment pouvons-nous réagir en cas de canular ou de désinformation claire. Et la chose la plus évidente que vous sembleriez faire intuitivement, c'est de dire aux gens « Hey, il semblerait que ce soit faux. Et voici l'autre point de vue qui est vrai. » Ou du moins, si c'est une chose polarisée, même si c'est pas clair sur ce qui est vrai ou faux, voici l'autre point de vue sur une question donnée. Et ça fonctionne pas vraiment. Ce qui finit par arriver, c'est que si vous dites aux gens que quelque chose est faux, mais qu'ils y croient, alors ils finissent juste par ne plus vous faire confiance. Et donc ça ne fonctionne pas. Si vous présentez 2 choses comme des contraires, si vous dites « D'accord, vous êtes une personne qui ne croit pas, et vous voyez du contenu, par exemple, de ne pas croire au changement climatique. Alors je vais vous montrer l'autre point de vue. Voici quelque chose qui soutient que le changement climatique est réel. » En fait, cela ne fait que vous enraciner davantage parce que quelqu'un essaie de vous contrôler. Et donc, ce qui finit par fonctionner sociologiquement et psychologiquement, ce qui finit par être efficace, c'est de donner aux gens une gamme de choix. Donc si vous montrez non pas « voici l'autre opinion » avec un jugement sur le contenu avec lequel une personne est engagée, mais à la place, vous montrez une série d'articles connexes, de contenus connexes, alors les gens peuvent travailler par eux-mêmes. Et voici l'éventail des opinions différentes.
ou des choses qui existent sur ce sujet. Peut-être que je penche dans un sens ou dans l'autre, mais je veux trouver par moi-même où je veux être. La plupart des gens ne choisissent pas le truc le plus extrême. Et les gens finissent par se sentir informés et peuvent prendre une bonne décision. Donc, en fin de compte, je pense que c'est l'architecture et la responsabilité que nous avons est de nous assurer que le travail que nous faisons donne aux gens plus de choix. Que ce n'est pas une unique opinion donnée qui pourrait dominer la pensée de n'importe qui, mais que vous pouvez vous connecter à des centaines d'amis différents, et même si la plupart de vos amis partagent votre religion ou votre idéologie politique, vous aurez probablement 5 à 10% d'amis qui viennent d'un milieu différent, qui ont des idées différentes, et au moins ça rentre. Donc vous obtenez un plus large éventail de points de vue. Et cela fait 90 minutes que nous parlons, alors nous devrions probablement conclure. Je pense que nous avons beaucoup de sujets à couvrir dans un prochain entretien que nous espérons pouvoir faire à un moment donné dans le futur. Et merci beaucoup d'être venu et de nous avoir rejoints pour faire ça. Cela a été une série très intéressante de sujets importants à discuter. Merci de m'avoir accueilli et d'avoir été ouvert sur ces questions très difficiles. Donc je sais que vous, étant à la tête d'une entreprise mondiale, je veux dire, je peux simplement m'asseoir ici et parler de ce que je veux, mais vous avez de nombreuses responsabilités sur vos épaules. Donc, j'apprécie que vous veniez au front et que vous traitiez ces questions. Merci. Merci.